Et je fais rapidement jeune fille de la maison et pour vous présenter les docteurs Lieb, qui est radiothérapeute au col, le docteur Samia Bouir, qui est ORL, chirurgien toujours au col, et Hélène Webb, qui est la responsable des partenariats. Et pour les remercier déjà, et je le referai à la fin, de ce chouette partenariat justement qu'on a noué, parce que c'est pas notre premier webinaire, mais on est vraiment ravis de travailler avec vous. Et Samia nous refera un petit débrief sur le projet qu'on a mis en place avec le col sur la téléexpertise avec Omnidoc. Donc, Xavier, je te laisse la main, ou Samia d'abord. Je vous laisse gérer entre cols. Ouais, ça marche. Bah, je vais peut-être commencer sur le retour donc du projet OmniDoc avec Hélène. Je vous avais fait deux webinaires pour reprendre un petit peu les signes d'alerte amenant à demander une consultation ORL et en tout cas les signes d'alerte visibles en cabinet de chirurgie dentaire. Et donc, suite à ça, on avait ouvert un projet de ligne d'expertise OmniDoc, hein, qui est une plateforme qui permet de faire une demande directement ciblée à des praticiens qui sont inscrits et d'avoir un retour. Il peut y avoir des photos qui sont partagées également et ça permet ensuite de savoir si il y a lieu ou pas de faire suivre d'une consultation ou d'un avis spécialisé. Et donc, on a mis en place ce projet puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de retard diagnostique pour nos patients avec des lésions parfois diagnostiquées tardivement. Et là, ça permettait, dès le moindre doute à l'examen de la cavité buccale, de pouvoir avoir un recours facilité à un avis expert. Donc, on a mis ça en place depuis un petit peu plus d'un an. Donc, on a un petit peu de recul maintenant. Au départ, on avait communiqué auprès des chirurgiens dentistes, mais au final, c'est une ligne d'expertise qui est accessible à tous les praticiens. Et donc, je vais vous partager quelques chiffres, mais on s'est rendu compte que c'était majoritairement des médecins généralistes qui faisaient des requêtes. Et donc, avec quand même dans à peu près 70% des cas, une consultation qui est organisée au décours et qui est pertinente avec la mise en évidence d'une lésion cancéreuse. Donc là, c'était juste pour vous montrer un petit peu les chiffres. Touc. Et donc, on voit finalement, c'est surtout des médecins généralistes hein, qui nous sollicitent, hein, des maxillos, euh, des chirurgiens dentistes. Alors, il y en a 5 qui ont pris le pli de nous solliciter sur cette plateforme. Mais on a quand même eu donc là 73 expertises de 65 requérants distincts. Donc, on n'a pas les statistiques ensuite du taux de prise en charge ensuite pour un cancer, mais c'est à la louche à peu près 70%. Donc, ça répond quand même à un besoin. C'est une modalité d'accès qui est facilitée. On peut partager les photos assez facilement et on a des délais de réponse qui sont assez courts, mais on s'est engagé à répondre dans les 3 jours et pour l'instant, on arrive à tenir la cadence. Mais donc, je pense qu'il faut continuer à utiliser cette plateforme qui rend bien service. Si je peux Voilà. Je compléter, ne sais je pas sais si Hélène, pas tu voulais si rajouter précision. Mm. Ou Marie, oui. Cette ligne, on l'a ouverte au 1er avril 2025, donc effectivement un peu plus d'un an. Euh, c'est vraiment un lien ville-hôpital hein, qui permet de répondre assez rapidement à vos demandes. Donc ça nous tient à cœur aussi au niveau du centre Oscar Lambret. Et pour rebondir ce que tu as dit, Samia, je suis en train de faire des statistiques un peu plus poussées pour Mhm. savoir le taux de transformation en rendez-vous et en prise en Oui. charge chez nous par rapport aux demandes d'expertise. Donc ça, on pourra potentiellement aussi le communiquer peut-être au prochain webinaire qu'on Mhm. co-organisera avec l'URPS. Voilà. hmm, d'expérience, si comme moi, vous regardez encore sur les réseaux sociaux chirurgien dentiste, il y a quelques pages qui sont dédiées, je pense à Facebook, chirurgie buccale, etc. Le- Ce qu'on a tenté de mettre en place avec le col est bien plus efficace pour le patient que de poster une photo sur les réseaux sociaux pour solliciter des chirurgiens dentistes pour avis. Euh, Moi, d'expérience,
on donne les coordonnées du patient. Le patient est rappelé par le col. Enfin, après, on a entre guillemets plus rien à gérer, mais on reste au courant des suites qui sont données. C'est vraiment, c'est vraiment un parcours de soins vraiment balisé et hyper utile pour nos patients. Et puis, on a le droit de se tromper. Enfin, parfois, je vois des photos, Mm, tu fais non, ça, c'est un aft, mais, euh, mais on a droit à l'erreur. Enfin, c'est, ça reste très confraternel. tout à fait. C'est peut-être la présentation de Xavier. Est-ce que parmi l'audience, il y a des questions concernant cette téléexpertise? Ou est-ce que vous avez déjà eu recours en tant que requérant? Alors moi, je ne vois pas les mains du tout. Donc je ne pense pas. Bon, très bien. Si ça vous On- va, on est toujours un peu intimidé dans un webinaire à prendre la parole, mais on va laisser Xavier enchaîner sur les avulsions dans le cadre de la radiothérapie. Mais vraiment, on compte sur vous et ça nous intéresse aussi pour la suite, parce qu'on pourrait alimenter justement le projet de OmniDoc avec vos retours et vos expériences et les besoins que vous pourriez avoir. C'est l'occasion de nous dire, à nous, URPS et école, de quoi vous avez besoin dans le cadre de la téléexpertise cancéro, en fait. Donc, on vous laissera très volontiers la parole après l'exposé de Xavier Liem. Eh ben, tout le monde m'entend bien? Oui. Oui, Parfait, parfait, parfait. Bon, bah déjà, je voulais remercier, remercier vivement Hélène et Marie qui ont une belle relation, je trouve, et qui nous permettent de discuter, d'avoir ce lien de communication. Merci à vous, merci à l'URPS. Je vais juste Bon, c'est juste ça. remettre un peu de contexte de ces webinaires. En fait, c'est toujours pendant le mois d'avril parce qu'on a choisi en accord avec une campagne de communication qui est la campagne Rouge-Gorge. On a qui fait des semaines de communication sur les cancers VADS en tous les mois d'avril. Et donc, du coup, on s'insère dans cette dynamique-là au niveau local. Il y a des interventions et tout ça. Du coup, on en profite à chaque fois pour vous solliciter si on trouve qu'il y a des sujets d'intérêt. Et c'est vrai que les lésions, le dépistage des lésions cancéreuses qu'a fait Samia l'année dernière, bah, c'est super. Et j'imagine que les avulsions dans un contexte de radiothérapie, c'est aussi un sujet qui est intéressant. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont connectés. Je vous remercie de vous connecter le soir d'un 1er mai où il fait beau, où on a peut-être plus envie d'être dehors que d'être dedans. Donc, je vais essayer de ne pas prendre trop de temps de votre soirée. Et, et voilà. Alors, c'est vraiment dans un objectif de... comment dire? C'est dans un objet. Là, je fais une démonstration un topo dans un objectif de discussion. Donc voilà, si vous souhaitez poser une question, bien sûr, hop, je l'ai mal mis. Voilà. Si vous souhaitez poser une question, bah voilà, sentez-vous libre. Soit vous pouvez mettre dans le chat. Là, soit vous faut réagir à tout ça, mais on peut s'arrêter, on peut discuter, et puis on peut discuter après. Voilà, il y a pas d'enjeu. Alors donc moi, je m'appelle Xavier Liem, je suis médecin radiothérapeute. Donc, je m'occupe exclusivement, quasi exclusivement de cancer ORL depuis maintenant 2017 que je suis à Oscar Lambret. Et je travaille de façon très rapprochée avec les équipes de Samia et les équipes du COL, bien entendu, mais je travaille aussi beaucoup avec les équipes du professeur Mouawad à l'hôpital Urier. On a donc des RCP régulières à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas de malaise à ce niveau-là. Alors, un peu d'épidémiologie. Un peu d'épidémiologie, donc vous le savez très bien, les cancers ORL dans le Nord-Pas-de-Calais,
il y a une surincidence. Hein, là, vous avez une carte de l'incidence, donc les nouveaux cancers de 2007 à 2016. Donc, c'est les chiffres épidémiologiques les plus récents. Et on voit que le Nord-Pas-de-Calais, c'est une région qui est fortement touchée, autant chez l'homme que chez la femme. Donc voilà, il y a notre moyenne, on va dire régionale slash départementale, elle est de 10 points supérieure à la moyenne nationale. Et donc, en termes d'incidence, on est très exposé. Et ça se retrouve au niveau des chiffres de mortalité. En fait, au niveau de la mortalité, on a une mortalité qui est plus importante pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que par rapport aux autres régions, on a une proportion de tumeurs localement avancées qui sont plus importantes que dans les autres régions. La moyenne nationale de tumeurs localement avancées, c'est entre 50 et 60%. Et dans le Nord-Pas-de-Calais, enfin dans les RCP dans lesquels je travaille, on est à plus de 70%. Donc voilà, la raison de tout ça, bon bah vous la connaissez, j'en suis sûr, hein, c'est les consommations d'alcool et le tabac, la précarité, etc., etc. Mais donc il faut se rappeler que on est une zone dans une comment dire dans une région exposée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait parler? J'ai pas. Non. Ok, bah je continue, n'hésitez pas. Du coup, deuxième petite diapo d'épidémiologie. Donc là, vous en avez beaucoup entendu parler, j'imagine. C'est le cancer HPV. Donc c'est les cancers liés au papillomavirus. Donc ces cancers-là, c'est des cancers de l'oropharynx, donc principalement la base de langue et les amygdales. Et on voit que depuis les années, on va dire 90, 2000, 2010, et ça poursuit, il y a une explosion de l'épidémiologie, d'accord? Aux États-Unis, maintenant, les cancers HPV induits sont plus dans l'oropharynx qu'au niveau du col de l'utérus, qui est la localisation historique en cancérologie. Donc ça ici, c'est des éléments aussi qui avancent. Et c'est pas les mêmes malades que les malades historiques des cancers ORL ou VADS. C'est pas les patients qui ont fumé et bu toute leur vie. C'est des jeunes cadres dynamiques qui ont entre 40 et 50 ans et qui développent un cancer. Et là, donc ça, c'est pas la même population de malades. Donc j'attire votre attention sur le fait que parfois, bah, on peut se dire, on voit une lésion et puis on se dit, ben non, mais lui, il est, euh, il est sportif, DRH, enfin, ou que sais-je, avec un bon niveau, un cadre sup et tout ça. On se dit, bah non, mais il est probablement pas ça. Et en fait, si. Et là, ici, euh, c'est des cancers particuliers dans le sens, pour deux raisons. La première raison, c'est que on peut avoir des cancers qui se guérissent très très bien. Et le papier Princeps, je vous ai remis juste trois courbes. On voit que les cancers HPV, c'est ce qu'on appelle les cancers à bas risque. Vous voyez qu'on a une courbe de survie, donc une probabilité de guérison qui est très élevée. Ça, c'est les cancers, on va dire, historiques liés au tabac et à l'alcool. Ça, c'est des cancers, on va dire, un peu mixtes. Et ça, c'est des cancers plutôt à bas risque, surtout liés, sans tabac, surtout liés à HPV, qui ont des taux de guérison qui sont largement plus élevés. Et donc voilà, il va y avoir une charge de soins qui va être importante. Et c'est important à dépister parce que c'est des cancers qu'on a plus de facilité à guérir. Ça, c'est la première raison pour laquelle c'est particulier. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a une vaccination qui est possible. Et donc cette vaccination, voilà, je le remets, je suis sûr que tout le monde est au courant, mais je ne peux pas faire j'ai beaucoup de mal à faire une présentation sans en parler quand je parle d'HPV. Donc voilà, il y a la vaccination qui se fait régulièrement et nouveauté, c'est pas jusque 19 ans maintenant, c'est jusque 26 ans. Donc voilà, et comme vous êtes au contact des jeunes et de la population en général et tout ça, voilà, je pense que c'est important. Si vous avez un petit rappel à ce niveau-là, ça peut être pertinent. Je vous en remercie. Alors, il y a eu des changements. Donc, qu'est-ce qui se passe en radiothérapie? Il y a eu pas mal de changements techniques. Donc là, ici, je vous donne l'exemple d'une irradiation d'un champ de radiothérapie. Donc ça, c'est du champ 2D ou 3D, on va dire. Donc jusque dans les années 2005-2010. Donc dans les cabinets, nous, on a été équipés au col en 2007-2010, on va dire. On a switché tous les ORL sur de la modulation d'intensité. Et dans les cabinets en libéral, on va dire que les derniers malades qui ont été traités en 3D, c'était jusqu'en 2015. Donc là, ici maintenant, le standard, c'est la modulation d'intensité. Mais avant, si vous voulez, tout ce qu'on apprenait au niveau toxicité, au niveau gestion autour de la radiothérapie,
bah, c'était lié à des champs de radiothérapie comme ça, d'accord? Donc ça veut dire que vous voyez, là, le malade, toute cette zone-là, elle est traitée pareil. C'est-à-dire que là, ici, si on prescrit 70 degrés, il y a 70 degrés dans toute cette zone-là, ce qui est une zone actuellement absolument énorme. Et donc maintenant, donc heureusement, il y a eu des changements techniques, notamment la première. Donc ça, c'était donc le champ que ça faisait. Là, c'était le champ que cela faisait sur une coupe en pixels 2D, d'accord? Et donc maintenant, du coup, au lieu d'avoir des lames de plomb qui viennent se mettre autour du faisceau pour le modéliser, c'est la radiothérapie 3D, on a ce qu'on appelle ici des lames qui vont se venir s'ouvrir et se fermer à l'intérieur du faisceau pour faire donc la modulation d'intensité. La modulation d'intensité, c'est de moduler l'intensité du faisceau à l'intérieur du faisceau et pas autour du faisceau comme c'était en 2D ou en 3D. Donc ça permet des améliorations techniques. Et la deuxième amélioration technique, c'est que avant on avait un faisceau fixe, donc latéral par exemple, il y en avait deux de chaque côté, et donc dans cette zone-là, la dose était uniforme. Et là ici, maintenant, on a par exemple notre machine qu'on a Oscar Lambret, on a une irradiation qui reprend le principe du scanner où le faisceau de radiothérapie qui là est en jaune, en fait, va tourner autour du malade et avant et après la séance, on peut faire des faisceaux de positionnement, donc qui sont ici vus en bleu. Et donc, du coup, on est vraiment sur des résultats d'un point de vue dosimétrique qui sont très différents. Donc là, ici, vous avez à gauche, vous avez une irradiation 2D. Vous voyez que, bah voilà, on a un effet tunnel, d'accord? Ici, quand vous voyez ici, où en fait toute la dose, et là où comment dire, l'anatomie du malade est un peu variable, on a des points de surchauffe où on voit que la dose, elle monte plus. Et donc, par exemple, imaginez qu'une parotide qui est là, en fait, on prescrit la dose, et là, en fait, la dose par rapport à la dose prescrite dans le faisceau, donc on va dire au milieu, et ben en fait, la parotide, elle reçoit plus quelque part ici. Et si vous passez à une irradiation en modulation d'intensité, bah, vous avez toujours cette dose ici qui est déposée, hein. L'efficacité reste la même puisqu'on prescrit la même dose, c'est les mêmes photons et tout ça. Oui, allô? Mm. Non? Ok, très bien, je continue. Et donc, du coup, vous voyez qu'on peut, en combinant ces deux améliorations techniques, on peut, si vous voulez, créer des zones convexes de dose et des zones concaves qui permettent quelque part d'éviter, par exemple, ici, les parotides, d'éviter en arrière le tronc, la moelle épinière, d'éviter en avant la mandibule et la cavité orale, ce qui va nous intéresser après. Donc ça, c'est des techniques qui sont très différentes. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il n'y a plus de point de chauffe à l'intérieur des champs, sauf peut-être à des endroits vraiment tout petits, qui sont beaucoup plus petits que ceux-là. Et donc, du coup, ça va permettre un meilleur contrôle de la délivrance du traitement. Alors, du coup, on a notre notion historique bah, en fait, quand on traite un oropharynx ou une cavité orale, finalement, on grille les glandes salivaires et ça marche plus du tout. Il y a une sécheresse buccale majeure et donc, si vous voulez, il y a un impact sur l'hygiène buccale. Néanmoins, actuellement, donc ça n'existe plus, ça a beaucoup changé, mais on a des préconisations qui restent sur les techniques anciennes. Donc, il y a eu des modifications, notamment donc quelle dose pour quel risque. Est-ce que la modulation d'intensité va modifier le risque au niveau dentaire, le risque de carie, le risque d'ostéoradionécrose et autres? Alors, la première nouvelle, c'est qu'il n'y a rien de prospectif. Il y a quelques papiers rétrospectifs, mais je vous en ai sélectionné un qui me paraît le plus, comment dire, le plus robuste en termes de science. Donc c'est un papier du ND Anderson et ça va parler de NTCP et je vous assure, on fait ça et après on sort du côté radiothérapie, dose, tout ça, d'accord? Donc le NTCP, c'est la probabilité, c'est tout simplement le terme pour dire quelle est la probabilité de faire une ostéoradionécrose en fonction de la dose. C'est un papier du MD Anderson, hein, une belle maison, on va dire, hein. L'extraction est automatisée de 1959 malades, donc une grosse cohorte de patients qui ont été traités pour des cancers des cancers de VADS, donc qui ont été irradiés soit en post-op, soit en radiochimio et tout ça. Et dans ces malades-là qui sont suivis, les auteurs ont regardé s'il y avait des ostéoradionécroses. Et en fonction de la prise en charge de l'ostéoradionécrose,
on avait soit des grades 1 à 4, sachant que le grade 4, c'était une grosse chirurgie, des trucs vraiment, vraiment lourds, mutilants et tout ça, et que le grade 1, c'est juste une exposition osseuse tout à fait minime. Donc, il y a, si vous voulez, toutes les nuances de gris. Et en fait, en fonction de ça, donc ils avaient 86 malades sans événements et 14 malades avec des événements, 14% des malades avec des événements. Et ils ont essayé de modéliser le risque d'ostéoradionécrose en fonction d'un certain nombre de paramètres cliniques qu'ils avaient enregistrés au préalable, l'âge, le sexe, l'indication de radiothérapie, le fait qu'il y ait eu des chirurgies avant ou pas, etc., etc. Et des paramètres dosimétriques, parce que l'intérêt de ce papier, c'est qu'ils ont récupéré l'ensemble des données dosimétriques de la radiothérapie pour avoir les données techniques. Donc ça ici, vous avez en abscisse, ici vous avez la dose, donc la dose elle monte comme ça ici, jusqu'à 70 degrés. 70 degrés c'est la prescription, on va dire classique de la radiothérapie à visée curative. Et là vous avez le pourcentage du volume, sachant que ce volume recherché c'était la mandibule, d'accord? Et donc là ici en rouge c'est les patients qui font une ostéoradionécrose et en vert c'est les patients qui font pas d'ostéoradionécrose. Donc vous voyez qu'il y a une différence quand même assez nette. Les malades qui ont plus de doses au niveau de la mandibule, ils ont plus d'ostéoradionécrose. Bon bah là on n'est pas surpris. Néanmoins, ce qui est intéressant pour nous, radiothérapeutes, c'est d'essayer de trouver en fait l'écart, hein, l'écart le plus significatif. Toute la partie bleue de la figure, c'est la zone où il y a des différences qui sont statistiquement significatives. Vous voyez là, ici, c'est statistiquement significatif, mais la probabilité est tellement faible que c'est pas très pertinent. Bon, et donc, du coup, ça, c'est passé, ils ont passé ça dans une analyse multivariée, enfin univariée puis multivariée. Et donc ça, c'est le résultat de l'analyse multivariée avec l'aspect, on va dire, dosimétrique et l'aspect clinique. Et donc là, on voit que ils ont retrouvé deux critères qui étaient les plus prédictifs du risque d'ostéoradionécrose, qui étaient la dose délivrée à 30% du volume et le fait qu'il y ait des extractions dans les 6 semaines avant la radiothérapie. Ce qui m'a, moi, personnellement, un peu surpris, parce que je ne m'attendais pas au fait qu'on remette en état la cavité orale du malade et les dents du malade, que ça implique derrière un risque plus important. J'étais assez surpris. Je pense que ça ne doit pas modifier nos pratiques, mais ça doit peut-être être un critère, un élément pour se dire que oui, si le malade il a eu des avulsions, il faut peut-être le surveiller un petit peu plus. Et donc ça, après, ils ont essayé de faire une modélisation, voilà, du risque en fonction de la dose. Et c'est sûr que plus on monte la dose, plus il y a de risque. Et pardon, plus la dose a un volume. Ça, c'est la variable du bas, c'est la dose à 30%. Donc c'est ce critère-là, d'accord, qu'on retrouve. Et ça, c'est cette probabilité-là. Donc en fonction de notre critère, on peut avoir une probabilité d'ostéoradionécrose. Donc ça, c'est quelque chose qui a été développé sur leur base de données. Hein. C'est pas facilement exportable. C'est leur malade, leur technique et tout ça. C'est pas facilement exportable, mais ça donne des indications pour nous. Et potentiellement, on a, suite à ce papier-là, on essaye dans le service d'intégrer dans nos préparations de radiothérapie cette notion d'extraction, pas d'extraction, cette notion qu'il faut regarder la D30, donc la dose délivrée à 30% du volume mandibulaire, pour essayer de limiter les risques d'ostéoradionécrose. Alors bien sûr, on ne va pas privilégier cet indicateur-là, parce que si on privilégie cet indicateur-là, bah, on a un risque de sous-dosage de la zone tumorale et donc de récidive. Donc c'est moins fort que le risque que la couverture du volume. Mais néanmoins, c'est des éléments intéressants qui nous permettent, à nous, côté radiothérapie, d'essayer de limiter, de prévoir la technique pour essayer de limiter la, le risque d'ostéoradionécrose. Et ce qui était très intéressant aussi, c'est que, a priori, la dosimétrie, les dosimétries des parotides n'interagissaient pas. Donc la salive n'interagissait pas forcément avec le risque d'ostéoradionécrose. Donc ça, c'est un élément qui m'a moi aussi un peu marqué. Alors voilà, j'en ai fini avec ces petites considérations. Je vous ai donc fait un petit résumé, une petite synthèse des recommandations telles qu'on les connaît, et je vais essayer comment dire, d'illustrer ça avec des exemples. Alors, les dernières recommandations datent de 2020, d'accord? Donc c'est, on va dire, moyennement récent. A priori, c'est en attente de mise à jour. Euh, donc du coup, il y a quelqu'un qui s'amuse à mettre des petits traits sur mon écran, tiens. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je veux bien prendre des petits cœurs ou des étoiles, des trucs comme ça. Hein. Du coup, du coup, remise en état bucco-dentaire, extraction dentaire au plus tôt.
Donc, enjeu du délai. L'enjeu du délai, c'est important. C'est pour ça que nous, du côté radiothérapie, on a, comment dire, ces demandes du côté, on va dire, diagnostic, prise en charge. On a ces demandes de voir les malades en urgence, parce qu'en fait, donc, du coup, le délai, c'est bien sûr comment dire, le délai avant la mise en route du traitement à visée en carcinologique, ça a bien sûr un impact sur le risque de rechute. On sait que par exemple pour une tumeur en place, entre la NAPAT et entre le résultat de la biopsie et la première séance de radiothérapie, il faut qu'on ait moins de 1 mois idéalement, moins de 2 mois ça passe encore, mais voilà, dans tout ça il y a beaucoup de choses à faire parce qu'il faut préparer tout le traitement. Là je parle vraiment de la mise en route du traitement. Donc du coup, 2 mois, ça passe, même 2 mois, ça passe extrêmement vite à ce moment-là. Et donc, ce qui est recommandé aussi, il y a un message dans le chat. Pardon, non, il n'y a aucun problème. Oh, vraiment, il n'y a aucun problème. Euh, donc, prévoir une consultation 2 mois après la fin de la radiothérapie. Donc, soit pour que ce soit plus simple, parce que la date de fin de radiothérapie, ben, on la connaît pas quand on voit le malade avant qu'il ait débuté son traitement. Il faut considérer que c'est 4 mois après la RCP. Alors, petit problème technique. Voilà. Alors, aspect de mucite. Aspect de mucite, donc ça c'est pendant la radiothérapie. Donc le malade, il va avoir une mucite assez importante, bien entendu. Ça c'est normal, c'est attendu. Les probabilités de mucite sont de l'ordre de 90%. Et en fonction de la taille de la lésion et du type de traitement, on est sur des probabilités de mucite de grade 3, c'est-à-dire des mucites sévères, de l'ordre de, on va dire, 30 à 40% dans les derniers essais. Donc là, ici, je vous ai mis des aspects de... Donc si vous êtes amené à voir un malade pendant sa radiothérapie, là, ici, la mucite un peu rouge, c'est du grade 1. Les petits points blancs non confluents, un peu limités, c'est du grade 2. Et la zone blanche très large comme ça, avec une zone de mucite très importante, c'est du grade 3. Donc là, ici, normalement, pendant la radiothérapie, le malade, il est suivi de façon hebdomadaire par le médecin radiothérapeute. Donc, il n'y a pas de raison vraiment, il n'y a pas de raison que vous soyez en difficulté dans cette situation, mais je vous ai quand même remis quelques éléments, on va dire, quelques grandes lignes pour que si ça vous arrive, si ça arrive, il y ait quand même des choses qui soient à peu près claires. Donc, du coup, au fur et à mesure, il y a une gradation des soins de support qui est très importante au fur et à mesure des traitements, au fur et à mesure des grades. On passe de antalgique, on part des antalgiques de palier 1 et on va vite vers des paliers 3. Et un patient qui a une mucite comme ça de grade 3 et qui n'est pas sous opiacé, il y a quelque chose qui est pas normal. Les bains de bouche. Alors les bains de bouche, c'est important, c'est des bains de bouche au bicard. Parfois, on fait des mélanges à base de xylocaïne ou de corticoïdes. Mais ça c'est assez comment dire, c'est des recettes un peu maison. Ce qui est important, c'est pas de bain de bouche à la chlorhexidine et au sulfacrate. Donc c'est l'Ulcar et le Paroex ou l'Eludril. Parce que ça ici, bon, le chlorhexidine, de toute façon, le malade, il le fait une fois et puis après il arrête. Et le sulfacrate, c'est pas recommandé. Il n'y a pas vraiment de raison pour lesquelles c'est pas recommandé. En tout cas, moi, j'en ai pas retrouvé, mais c'est pas recommandé. C'est pareil, les antifongiques en systématique, il faut pas les mettre, ça crée beaucoup de résistance et les mycoses sont pas systématiques. Et important, le port de gouttière, donc c'est pour éviter les caries. Les malades, ils ont vraiment des douleurs importantes qui nécessitent des antalgiques de palier 3, ils ont des soucis pour manger, ils ont de la chimio, ils ont des rayons tous les jours. Souvent, ils ont une nutrition entérale avec une sonde de gastrostomie. Moi, personnellement, je ne recommande pas le port de gouttière pendant la radiothérapie parce que euh, entre les douleurs, les difficultés, les limitations d'ouverture buccale, c'est un truc en plus qui n'a pas forcément un intérêt qui est majeur pendant la radiothérapie. Et donc, du coup, c'est vraiment quelque chose dont les malades peuvent se passer. Alors, ça, c'est pendant la radiothérapie. Après la radiothérapie, il y a la prévention des caries et des ostéoradionécroses. Alors, donc là, en gros, il faut comprendre que juste après la radiothérapie, on a une phase d'1 mois, environ 1 mois à 2 mois, où les malades sont encore dans la phase très inflammatoire, où là, il y a encore beaucoup de mucites. Ils sont en train de reprendre l'alimentation tranquillement, très tranquillement. Ils ont souvent un support nutritionnel, ils sont souvent sous morphinique. Voilà. Euh, Tant que, de mon point de vue, mais c'est une discussion, hein, je suis ouvert à la discussion.
Je suis ouvert au changement d'avis plutôt, pardon. De mon point de vue, c'est quand cette phase inflammatoire elle est passée qu'on va vraiment commencer la fluoroprophylaxie. Désolé pour la petite erreur. Parce que, en fait, si vous voulez, cette fluoroprophylaxie, elle est quand même, de mon point de vue, en tout cas relativement. Il y a des malades qui la supportent pas génial, et plus ils ont de choses à faire à côté, moins ils vont être compliants. Déjà que la compliance n'est pas géniale. Cette fluoroprophylaxie en France, donc c'est principalement basé sur la confection gouttière de fluoration que vous connaissez très bien, avec la prescription de gel à mettre à l'intérieur. Donc ça, c'est une habitude qui est très française. Les recos NCCN, par exemple, conseillent soit des dentifrices vraiment renforcés en fluor, soit du vernissage dentaire à faire 3 fois par an, soit les gouttières. Donc c'est une option parmi d'autres. Et cette fluoroprophylaxie, alors historiquement, on disait qu'elle était nécessaire pendant toute la vie, mais si la dose moyenne aux parotides maintenant est inférieure à 30 Gray, ce qui est le cas au moins une parotide, ce qui est le cas en général, eh bien, c'est pendant 2 ans. Donc du coup, je trouve que c'est une amélioration en fait une simplification pour les malades de la prise en charge parce que ça leur évite de faire des choses. Je pense qu'à 2 ans, ceux qui ont réussi à tenir jusqu'à 2 ans, leur habitude est modifiée, ils ont l'habitude, voilà, ils sont habitués. Mais bon, moi, quand ils sont à 2 ans, qu'ils sont tranquilles de leur cancer, et je pense que l'idéal, c'est qu'ils soient tranquilles le plus possible. Et donc, vous voyez, en fonction du potentiel sécrétoire et du fait qu'il y ait des événements carieux, on peut préconiser, si possible, l'arrêt de la fluoroprophylaxie. Sinon, il faut le maintenir le plus longtemps possible. Alors, donc là, ici, après, les deuxièmes objectifs, c'est la prévention et la récupération de la vaccination, de la mastication. Et donc là, ici, c'est si les muscles masticateurs ou les articulations sont dans les champs d'irradiation, et on peut prescrire de la kiné. Donc ça, la prescription de la kiné, elle peut être passive, hein. Ça, c'est des trucs qu'on donne. On peut dire ça aux malades directement avec un AV-slang. Sinon, la prescription de kinésithérapie, elle est assez systématique en post-traitement. Parfois, on peut l'oublier. Il faut pas hésiter à la faire, le cas échéant. Et donc, vous voyez là sur la coupe de scanner qui est en coronale, là en rouge, on a donc le rond rouge, comment dire, c'est le dessin de la tumeur, d'accord, de la zone qu'on doit traiter à haute dose. Là, c'est les muscles ptérygoïdiens, les masséters et les articulations. Et vous voyez que là, quand on prescrit 70 degrés sur ce genre de volume-là, bah, les muscles, il n'y a pas, il y a pas de solution. En fait, ils sont dans le volume. Voilà, ils sont dans le volume. Il y a pas, on peut pas faire autrement. Parce qu'encore une fois, c'est des objectifs de qualité de vie. Et la qualité de vie, c'est extrêmement important, bien entendu, mais ce qui dégrade le plus la qualité de vie, c'est quand même la maladie. Et donc, on va privilégier toujours de bien couvrir le volume à traiter versus des structures qui vont optimiser à terme la qualité de vie du patient. Alors, concernant ce qu'il y a à faire après des soins invasifs, d'accord? La question, c'est celle de la dose de l'os sous-jacent à la dose à la dent à traiter. Alors, en 2010, l'AFSOS disait qu'il y avait un seuil à 35 Gray, et en 2020, on ne sait absolument pas pourquoi, le seuil est à 30 Gray. Bon, alors on récupère un petit peu la notion de 30 Gray qu'on avait dans cette publication du MD Anderson du MD Anderson de tout à l'heure, mais c'était 30 Gray dans un certain volume. Là, ici, c'est un seuil à 30 Gray qui est dans toute la mandibule de façon identique. Donc je crois qu'il n'y a aucun rapport, et en tout cas, cette publication n'est pas mentionnée dans les recommandations AFSOS 2020. Donc moi, de mon point de vue, il y a quand même un enjeu sur la solidité des recommandations qui sont des avis d'experts. Mais ce qui est important, c'est que bon, la dose inférieure à 30 Gray, on n'a pas besoin de prendre de précautions. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Comme ça, c'est quelque chose qui est tout à fait gérable. Euh, voilà, la dose de la parotide inférieure à 30 Gray. Donc dose inférieure à 30 Gray, je parle de la dose de la parotide, hein, je m'en excuse. C'est la dose moyenne parotidienne. Donc, du coup, ouais, il y a pas vraiment de rapport avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, du coup, c'est pour ça que les recommandations, elles me semblent plus être un avis d'expert que vraiment quelque chose basé sur des preuves scientifiques solides. En cas de dose supérieure à 30 Gray, on a des préconisations que je suis sûr
connaissez aussi bien que moi, avec voilà, des procédures qui doivent vous parler beaucoup plus qu'à moi, et notamment des antibioprophylaxies qu'il faut poursuivre pendant plusieurs jours après l'intervention. Donc là, ça nécessite aussi comment dire, un suivi clinique un peu renforcé. Avec mes collègues dans le service de radiothérapie, on s'est dit qu'entre 30 et 50 degrés, c'est faisable avec ces préconisations-là. Mais si c'était supérieur à 50 degrés, dans notre prise en charge, systématiquement, on vous propose de faire l'avulsion, enfin le soin au niveau dentaire au centre Oscar Lambret. Alors ça, je vous donne quelques petits exemples de doses. Donc là, ici, en jaune, vous avez le volume qui est traité à 50 degrés, d'accord? Donc ça, c'est un patient qui a eu un cancer du larynx, laryngectomie totale, et donc il y a une radiochimio post-opératoire. Ça, c'est un patient qui a un cancer oropharyngé, d'accord? Donc là, je vous ai mis la coupe au niveau maxillaire. Ça, c'est le même malade, je vous ai mis la coupe au niveau de la mandibule. Donc, vous voyez, par exemple, ce patient qui a une laryngectomie totale, on est par rapport à la 30 degrés, on est très loin et donc il n'y a pas d'enjeu particulier en termes de soins dentaires. Là, ici, finalement, bon, bah, il y a une grande partie du maxillaire qui reste irradiée on va dire, en dessous de la dose, euh, en dessous de la limite pour laquelle on doit faire attention. Et là, ici, c'est au niveau de la mandibule. Il y a une bonne partie de la mandibule qui est dans l'isodose 30 degrés, mais il y en a aussi quand même ici en avant une partie qui n'est pas couverte par cette dose-là. Et donc ici, là, en fonction de ça, c'est vrai que la prise en charge, elle peut varier de façon importante. Donc là, je vous ai pas mis un exemple de cancer de la cavité orale, parce que les cancers de la cavité orale, bah, on est en plein dedans. Du coup, bon, bah, c'est peut-être, ça m'a semblé moins intéressant. Ce qui m'a semblé plus intéressant, c'est de vous montrer des isodoses où, en fait, dans le fond, on est un peu limite, un peu borderline, où le malade, potentiellement, il peut rester, euh, il peut rester dans vos mains, il peut rester à vos soins, et donc ça, c'est ce qui pour moi est quand même hyper intéressant. Donc voilà. L'idée, c'est qu'en fait, nous, maintenant, on va collaborer ensemble pour la dose, parce que de toute façon, nous, on a des demandes très régulières de sortie de la dosimétrie pour dire bah, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on peut faire une avulsion pour telle dent, est-ce qu'on peut faire une avulsion pour telle dent et tout ça. Et donc là, ah bah, comme la ligne OmniDoc, elle nous a paru être un bon outil, on a souhaité donc mettre en place une ligne spécifique pour les avulsions dentaires. Donc ça veut dire que il y aura derrière les médecins, donc il y aura moi, il y aura une de mes collègues qui s'appelle le docteur Roquette, qui vont recevoir les demandes directement de Omnidoc. On va dire, OK, bah voilà, pour Monsieur Untel, il y a une nécessité d'avulser la 32. Bon, bah très bien. Monsieur Untel, il a été éradié il y a 3 ans sans transcarambré. Excellent. On regarde la dosie, on vous dit voilà, la dent 32, enfin l'os, la mandibule ou le maxillaire, je suis désolé, alors j'ai pris l'exemple de la dent 32, mais je sais que je vais me tromper quand je dis l'os. Et donc, elle a reçu telle dose. Donc, du coup, en fonction de ça, bah, vous pouvez soit vous le faites tranquille, soit vous le faites avec des antibiotiques et toutes les précautions qui vont bien. Soit on va le suivre et on va peut-être voir ce qu'on fait pour essayer d'éviter au maximum le risque d'ostéo-radionécrose. Voilà. Donc nous, ce qu'on a juste besoin de savoir, c'est l'identité du malade et quand est-ce qu'il a été irradié. Bien ça, on l'a avec le dossier. Mais quelle dent va être prise en charge. Et donc ça, ici, voilà, on va répondre au plus vite. Je pense pas qu'on va réussir à tenir le délai des chirurgiens parce que eux, c'est dans le cadre de bilan diagnostic et donc il y a un enjeu d'urgence. Donc nous, on va répondre probablement, je dirais, dans les 48 heures, voire dans la semaine, grand maximum. Mais voilà, il y aura des réponses relativement rapides et ce sera, pour nous, c'est aussi plus simple parce que c'est tracé et donc c'est plus simple de pouvoir derrière avoir un retour et voilà, une traçabilité. Et donc ça, ce sera pour début décembre, parce que pour des raisons personnelles, Isor Roquette et moi-même, on s'est un peu indisponibles pendant l'été. Donc du coup, on voulait faire ça à partir de demain, mais enfin ou de lundi, puisque demain c'est férié, mais en fait pour des raisons personnelles, voilà, c'est pas possible, mais on recommuniquera vers vous. Du coup, à partir de fin novembre, début décembre, pour vous dire que la ligne est ouverte et qu'on peut travailler comme ça pour pouvoir répondre à vos questions rapidement. Parce que parfois, c'est ce genre de demande qui arrive
par mail ou par courrier, ça peut être traité de façon un peu sérieuse à mon avis et que ça peut être traîné un petit peu. Et donc, du coup, voilà, si on a vraiment un truc carré avec un délai et puis une prise en charge et un circuit qui est bien identifié, pour nous, ce sera plus simple, je pense, de vous répondre. Alors, pour toutes les autres questions, il me semble que l'avis spécialisé est nécessaire. L'implantologie, donc l'implantologie, on est sur, ça dépend vraiment de la zone qui a implanté. Si l'os à implanter a reçu en fonction de la littérature, c'est 40 à 50 degrés, on ne peut pas implanter. Les prothèses, bon, bah, s'il y a des enjeux de prothèses, on peut tout à fait les voir. Et j'en ai profité donc pour ressortir nos données de malades sur 2020-2025. A priori, on avait des taux de nécrose osseuse de tout grade qui étaient relativement faibles, donc au centre Scalain-Bray, je parle. Donc on était assez content, même si c'est des chiffres à prendre avec des pincettes parce qu'on a pu louper des événements. Donc voilà, dernier rappel, s'il y a un take-home messages, bah, je vous dirais pas de dose, pas de nécrose. Un patient qui a été irradié pour un sein ou un rectum ou une prostate, voilà, bah, il n'y a pas d'enjeu, quoi. Voilà, faut se détendre. C'est vraiment que quand on traite au niveau de la cavité orale, de l'oropharynx, des sinus, enfin du nez, des choses comme ça, qu'il peut y avoir des enjeux au niveau, au niveau dentaire. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je suis tout à fait disponible pour vos questions. Merci beaucoup, Xavier. Je rebondis juste sur un truc que tu as dit sur les fluorations. Pourquoi est-ce Ouais, qu'on a une particularité française avec les gouttières? Parce que c'est le seul traitement de fluoration qui est pris en charge chez l'adulte. ouais. Euh, Donc c'est un peu ça. Et évidemment, pour le confort du patient, je pense que l'application de vernis fluoré, elle est sûrement plus confortable que le port des gouttières quotidien. Et je rebondis aussi sur autre chose. Je t'ai entendu au début de la présentation, vous auriez besoin, vous, oncologue, avant vos prises en charge, parfois, de prise en soin rapide du patient, Ça peut arriver, avant. ouais. Ça peut arriver. Alors, c'est vrai que le plus souvent, comment dire, les équipes chirurgicales, elles sont rodées. Donc, les ORL et les maxillos, ils sont rodés. Donc, en fait, s'il y a nécessité de faire des avulsions, ils la font pendant la panendoscopie. Donc, c'est vrai que les demandes, elles sont pas hyper fréquentes, mais je voulais le rappeler quand même parce que parfois, il y a des circuits qui sont pas forcément, euh, parfois, il y a des circuits qui arrivent où on a un malade qui est vraiment, enfin, qui a pas eu ses prises en charge dentaires et qui nécessite une prise en charge. Et c'est vrai que pour des raisons X ou Y, alors c'est vrai que c'est pas le plus fréquent, mais on peut être amené à vous dire, bah voilà, est-ce que vous pouvez le voir rapidos parce que là, on va lui faire une radiochimio, il a une tumeur en place, on doit débuter rapidement. Il faut le faire. Alors, je voulais le rappeler, moi, j'ai jamais eu de cas où, j'ai jamais eu de situation où on me dit, bah, on a appelé le dentiste, il peut pas le voir avant 3 mois. Bah, non, 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 si, faut presser un peu. Ou alors peut-être qu'il y a une information. Si, souvent, ce qui peut arriver, c'est que le patient, il dit, bah, j'ai appelé mon dentiste, j'ai pas de rendez-vous avant longtemps. Est-ce que vous lui avez dit que vous avez un cancer et que vous allez avoir des rayons? Non. Bon, bah, faut lui dire. Enfin, je veux dire, voilà. Mais c'est le seul cas auquel je pense. Mais voilà, ça peut arriver. C'est vrai que je voulais juste en reparler parce que dans l'ensemble, dans le, comment dire, dans la vision des différentes étapes, ça reste une étape qui est cruciale. Ok. Merci, mais c'était vraiment bien de le rappeler. C'est vraiment dans cette logique ville-hôpital, en fait. On a Ouais, ouais, d'autres bien sûr. projets avec le GHT où il faut savoir aménager des plages de soins non programmés, même parfois pour des patients qu'on ne connaît pas, euh, pour, euh, pour justement favoriser son, sa prise en soin pour des soins plus lourds. Ouais, bien sûr. Du coup, je réponds. Il y a une question là de Jenny. Bah, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait quand on découvre une ORN? Eh ben, donc la prise en charge d'une ORN, ça dépend de son grade. Donc j'ai pas trop approfondi le truc, mais en gros, le malade, il est asymptomatique, il a une petite exposition osseuse. Bon, bah c'est bain de bouche et surveillance. Et voilà, l'antibiothérapie est pas systématique. Et si ça est en gros,
Je pense qu'en dehors de tout ça, ça nécessite un avis spécialisé parce que l'enjeu de l'ORN, c'est que ça peut mimer une récidive locale. Donc ça peut mimer une progression de la maladie et parfois il y a des récidives locales qui se présentent sous la forme d'exposition osseuse d'allure nécrotique. Donc moi personnellement, je préfère voir un malade qui a une ORN et puis dire que c'est en effet une ORN et je confirme et je donne une conduite à tenir que de voir un malade 6 mois après prise en charge d'une ORN de grade 2 où on a mis des lignes d'antibiotiques, on a fait des séquestrectomies, des choses comme ça, et qu'en fait c'est une récidive et que voilà, il est passé un peu à la trappe. Donc s'il y a, on va dire, une exposition osseuse qui est peu ou pas symptomatique, qui mesure moins d'1 ou 2 centimètres, c'est juste antalgique, bain de bouche pour éviter trop la surinfection. Nutrition, nutrition, nutrition pour que ça cicatrise. Et si un mois plus tard, ça n'a pas cicatrisé, c'est avis spécialisé. Parce que si vous voulez, le grade 2 de l'ORN, c'est quand le malade il est symptomatique. Donc ça veut dire qu'il commence à avoir vraiment des douleurs, des difficultés pour manger à cause de son exposition, que l'exposition augmente, est un peu grande ou alors qu'elle augmente en taille. À ce moment-là, c'est plutôt une antibiothérapie adaptée. Donc il faut aller faire un petit curetage pour faire des prélèvements envoyé en bactériaux et faire une antibiothérapie adaptée qui est souvent sur 2 à 3 mois. Ça peut nécessiter des corticoïdes aussi prolongés. Euh, et voilà. Et le grade 3 et le grade 4, c'est vraiment des trucs énormes. Ça fait hyper mal. Il faut faire des oxygénothérapies hyperbares. Il faut mettre le patient sous morphine. Souvent, il faut avoir une nutrition entérale parce que le malade ne peut plus manger. Donc, voilà, vous voyez, c'est quand même des trucs assez lourds. Donc, mon conseil, c'est de dire, OK, bah voilà, si c'est petit et asymptomatique ou peu symptomatique, c'est des traitements, on va dire, de bon sens. Et dès que c'est un peu plus gros, c'est consultation mieux spécialisée. Il ne faut pas vous embêter, quoi. Bonjour, moi j'avais une petite question par rapport à OmniDoc. Ouais. Je voulais savoir, parce que j'en avais pas entendu parler avant, comment ça fonctionne du coup. Si un jour j'en ai besoin, je dois m'inscrire dessus et ensuite j'envoie une Alors, photo, c'est ça? là, je vais passer peut-être la main à Hélène, si tu es toujours là. Je vois que Oui, tu es j'ai toujours là, ouvert mon Hélène. micro. Je m'en suis doutée que tu allais me passer la main. Donc, en fait, oui, effectivement, vous devez vous inscrire sur OmniDoc, c'est totalement gratuit. Lorsque vous êtes inscrit, vous cherchez bah, l'hôpital ou l'établissement, donc en l'occurrence c'est le centre Oscar Lambret, et vous remplissez le formulaire avec les données administratives du patient. Et vous pouvez même télécharger des photos. Vous avez l'application sur le téléphone, donc c'est hyper pratique. Lorsque vous prenez des photos, vous pouvez les télécharger sur la demande d'avis. Et une fois que vous avez fait la demande avec un petit peu de description, eh bien, nos praticiens chez nous reçoivent une alerte et s'engagent à répondre généralement, alors selon les lignes. Il y en a que c'est 48 heures, il y en a c'est après un staff. Donc c'est noté dans les propos introductifs de chaque ligne, de chaque spécialité. Donc en l'occurrence, nous on avait ouvert la ligne cancer tête et cou à l'origine il y a 2 ans quand on a débuté un webinaire avec vous. Donc vous pouvez très bien solliciter cette ligne-là et on vous répond dans les 48-72 heures. Et D'accord. si c'est nécessaire, dans ce cas-là, l'équipe du docteur Samia Bouhir convoque le patient. Donc, et de toute façon, vous avez toujours un retour sur la prise en charge du patient puisque vous êtes l'adresseur. D'accord. Et si on parle un peu financier, mais c'est pas ce qui nous préoccupe le plus, hein, voilà. Donc, en fait, c'est reconnu par la sécurité sociale justement pour ce lien ville-hôpital. En tant que requérante, c'est-à-dire vous touchez 10 euros de la sécurité sociale et nous, c'est 23 euros. D'accord, très bien. Et Voilà. alors, donc, là, ici, donc là, ici, nous, c'est une idée qu'on avait depuis un petit bout de temps dans le service pour le côté avis pour avulsion post dans un territoire irradié, on va dire. Donc là, ici, voilà, comme je vous disais, la ligne, elle va arriver, on va dire, fin novembre, début décembre. Et donc l'idée, c'est que nous, on a juste besoin de l'identité du malade.
Si on a la date de radiothérapie, bah, c'est parfait, mais c'est pas indispensable. Avec l'identité, on va le retrouver. Et enfin, la dent qui vous embête, qui vous semble nécessaire à prendre en charge. Et voilà. Et avec ça, bah, soit il n'y a pas de souci, on vous répond, bah voilà, enfin, en tout cas, on vous répond avec une conduite à tenir, quoi. Donc l'idée, c'est de vous dire, bah voilà, on est à moins de 30 degrés, donc il n'y a pas de problème. Bon, c'est vrai que moi, peut-être par excès de prudence, j'ai tendance à dire, si c'est moins de 30 degrés, ben, ok, bah faites l'avulsion, mais surveillez quand même un peu plus le malade, parce que bon, on n'est pas non plus, quand nous, on a une dosimétrie, c'est une dosimétrie qui est prévisionnelle. Ça veut dire que on le fait avant le traitement. Donc voilà. Par contre, entre la dosimétrie prévisionnelle et la dose effectivement délivrée dans le malade, il peut y avoir des variations. Alors, c'est sûr que si on traite un hypopharynx et qu'on parle d'incisive mandibulaire, ça va pas changer grand-chose. Mais voilà, peut-être qu'il y a des petites nuances. Donc, il faut pas, voilà, on n'est pas non plus dans une science absolument exacte. Donc, il ne faut pas hésiter à surveiller son malade. Et après, encore une fois, voilà, si dans ce cadre-là, on se dit qu'il vaut mieux qu'on le fasse en centre avec un suivi, peut-être un prélèvement pour une antibiothérapie adaptée, etc. Encore une fois, bah, peut-être qu'on va le convoquer, mais l'idée c'est pas de vous embêter, quoi. L'idée c'est d'essayer que ce soit fait dans un bénéfice pour le malade, dans un cadre adapté et au maximum proche du domicile du patient. Après, ce qui est Je ne sais super pas. intéressant dans le projet, c'est de ne pas se sentir isolé. Enfin, nous, chirurgiens dentistes, dans notre cabinet, c'est vrai qu'on n'a pas, on va pas même pas toujours appeler le médecin traitant, etc. Mais de créer un lien comme ça avec c'est toute la logique de la téléexpertise, mais c'est de savoir qu'on n'est pas seul pour suivre un patient qu'on a en commun, en fait. Alors, je réponds à Céline. Donc, je ne sais pas. Voilà, faut leur demander. Faut leur poser la question. Voilà. Sur le plan, oui. Alors, du coup, en effet, moi, j'ai accès aux dosimétries de mon service. D'accord? Donc, j'ai pas accès aux dosimétries des autres centres. Donc, même un patient qui est pris en charge à Bourgogne ou à Galilée, enfin, au Bois ou ça, ben, j'ai pas accès, quoi. Et puis, pour le coup, je peux pas commencer à demander à mes collègues de regarder comme ça. C'est pas pratique, quoi. Bonne soirée. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai vu en plus, je vais vous cafeter Frédéric Vincent, Ludovic Loers, vous êtes quand même mes MBD et chiro-maxillofaciaux préférés, donc vous avez aussi un point de vue peut-être euh, intéressant sur la logique un peu hospitalière. Vous êtes toujours là? Oui, oui. Non, il faut aller. Bon, ben, je vais dans le sens de ce qui a été dit, hein, tout à fait. Bon, il faut bien voir aussi qu'effectivement, en fonction des centres, ben, on ne va pas forcément avoir accès à la même chose. Donc moi, je suis attaché au centre des Dentelières de Valenciennes. Et donc, oui, effectivement, je suis amené à gérer les ostéonéphroses, etc., passe en fait sur le bassin valenciennes. Donc, effectivement, d'ailleurs, je ne savais même pas qu'il y avait possibilité de consulter au mini-doc. C'est vrai que j'ai parfois des problèmes avec des ostéonécroses sur des patients qui ont été irradiés sur l'île parce que je n'avais pas trop de contact. Et à l'inverse, effectivement, je pense que c'est peut-être compliqué avec des praticiens qui sont plutôt sur l'île d'avoir des renseignements sur le Valenciennes. Mm. Euh, Solidarité entre hospitaliers, je viens de regarder, effectivement, les dentelières ont aussi Omnidoc. Après, ils ont aussi une ligne radiothérapie avec notamment un de nos anciens collègues, Alexandre Taillé, hein, Xavier. ouais. Mais est-ce que, je ne sais plus, Alexandre, quelle était sa spécialité? Ouais, bah, je pense qu'il fait de l'ORL aux dentelières, hein.
Donc, dans ce cas-là, si c'est vos patients sur le Douaisis, vous pouvez toujours solliciter les dentelières et avec la ligne radiothérapie. Oui, en général, ils répondent assez rapidement. Oui, voilà. Donc, Quelquefois, il y a ça disparaît. Pareil, donc, on ne sait pas où. Et donc, il ne faut pas hésiter à redemander. Et Après, après, note à nous-mêmes, Camille, ce serait intéressant qu'on refasse une cartographie peut-être des, euh, des sites de prise en soins en oncologie et puis pour pouvoir le mettre à disposition des chirurgiens sur le dentistes, site. c'est vérifier si, s'ils sont Mm. omnidoqués mais ce serait intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, chers confrères et consoeurs. Oui, Vous m'entendez, oui, Ouais, on Marie? t'entend, Ludo. Ouais, je t'entends. On te voit pas, mais Ouais. on t'entend. Non, non, mais parce que je suis avec mon iPhone, avec mon téléphone. En fait, D'accord. merci pour la présentation et vraiment, c'est très intéressant de pouvoir amener du lien ville-hôpital, notamment pour des questions sur une possibilité ou des précautions à prendre lors d'avulsions dentaires. Je pense que enfin, sans vouloir déplacer un peu plus les lignes, mais c'est vrai qu'avec l'implantologie qui se développe également dans les cabinets de ville. Alors bien sûr, ce ne sera pas les carcinomes importants où on doit poser les implants dans des sites qui sont complexes, hein, parce que ça sera fait au col ou ce sera fait au CHU. Mais par contre, c'est vrai que ça peut être également intéressant de dédramatiser pour les professionnels de ville la possibilité de mettre 2 implants parasymphysaires chez un patient qui a effectivement eu un traitement par radiothérapie. Et donc, possiblement, ce serait bien également qu'on puisse, que ces praticiens, pardon, puissent interroger le col ou les autres services, hein, sur les possibilités d'implantation, notamment quand c'est avec une irradiation faible et un territoire qui est très postérieur, de pouvoir implanter le secteur antérieur, bien sûr. ouais, c'est intéressant, ouais, c'est une bonne remarque. Alors, euh, en effet, hein, alors j'ai pas refait le tour de la bibliographie sur implantologie en post-radic, mais Thomas Vesic me disait que lui, il avait une limite à 50 grès. Donc, au-dessus de 50 degrés, plus d'implantation, en dessous, c'est possible. Alors, il faut savoir aussi que dans ce cadre-là, euh, dans ce cadre-là, si c'est un cancer de la cavité orale, je crois, mais corrigez-moi si je me trompe, mais ça peut rentrer dans le cadre d'une ALD 100 si la RCP implantologie enfin, qu'on fait enfin, de façon régulière, de façon peu fréquente mais régulière, dit que c'est une indication qui est OK. Et donc ça peut amener une prise en charge si c'est dans le cadre du suivi carcino. Donc ça peut être aussi un élément intéressant et je pense que ça peut être un bon lien pour discuter de ça. Je pense qu'il y a peut-être en effet un travail à faire à ce niveau-là. Oh oui, Ludo, note à nous-mêmes, on touchait un mot à Nadège. Alors, non, ça existe déjà, Ouais. Marie. En fait, et c'est vrai que sans vouloir monopoliser la parole, mais en fait, vraiment, pour moi, il y a vraiment deux pratiques, hein. Il y a une pratique plutôt hospitalière, c'est ce qu'on vient d'évoquer, avec la possibilité de prendre en charge jusque 4 implants dentaires pour stabiliser une prothèse amovible dans le cadre de tumeurs. C'est pas précis d'ailleurs si c'était malin ou bénin, mais dans le cadre de tumeurs délabrantes, enfin, effectivement, il y a une prise en charge à 100%. La condition, c'est la RCP qui doit comporter alors c'est pas forcément 4 personnes différentes, 4 professionnels différents, mais 4 spécialités différentes, qui est la radiothérapie, pardon, le radiothérapeute, l'oncologue, le maxillo et un dentiste. Et une fois que cette RCP elle est validée, on a une prise en charge un peu comme la LD 31 chez les enfants, mais là c'est une ALD qui prend en charge complètement la stabilisation des prothèses. Moi, ce que je voulais simplement évoquer, parce que ça, ces patients-là, c'est plutôt nous qui les avons en milieu hospitalier ou
dans les en milieu spécialisé. Mais c'est vraiment de, de, de valider pour les praticiens de ville qui font de l'implantologie que quand ils sont à distance d'un traitement par radiothérapie et qu'un patient nécessite la pose d'implants dentaires, notamment, l'idée c'est dans la région parasymphysaire, voilà, c'est de leur dire qu'il n'y a pas de problématique, ça pose pas de problème. Vous parlez de à distance dans le temps ou à distance dans l'espace? À distance dans l'espace. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Et réponse à distance dans le temps. Change rien. Bon, ça change rien. Ça change rien, hein. Non. Non, non, non. Là, l'idée, c'est plutôt que en superposant la cartographie et l'imagerie qu'on réalise pour réaliser l'implantation, c'est vraiment de valider voilà, que ça pose pas de problème. De toute façon, d'une manière assez systématique, les points de départ des ostéoradionécroses, très très souvent, c'est quand même au niveau molaire, mandibulaire. Hmm. C'est une zone qui est beaucoup moins vascularisée et du coup, ça se déclare en général à cet endroit-là. Tout à l'heure, on parlait du risque lié aux extractions. Et en fait, qu'avec le recul, on s'aperçoit que, alors je vais accuser personne, mais en fait, moi j'ai l'impression que c'est des radiothérapies qui ont été commencées en fait avant que la cicatrisation soit vraiment totalement acquise. Ce que j'ai déjà remarqué, euh, c'est quand effectivement les délais entre la prise en charge dentaire et le début de la radiothérapie est un petit peu court. Hmm. Je ne sais pas si Ouais, c'est c'est possible. d'accord. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'on était aussi très peu. Enfin, il y avait très peu de données sur le sujet, en fait. Paradoxalement, que c'est un sujet qui est assez. Qui occupe beaucoup de bandes passantes mentales, présente une grosse charge mentale, et quand ça arrive, ça embête tout le monde. Mais que paradoxalement, il n'y a pas grand-chose. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé grand-chose quand j'ai préparé mon truc et j'étais surpris. Peut-être que je me trompe, hein, mais. Non, non, enfin, moi, je dis ça par rapport au fait que, en fait, bon, ça fait 40 ans que j'en fais. Ah oui, 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 non, mais. J'ai remarqué, enfin, faut savoir remarquer que, après, c'est vrai que ça ne s'appuie pas sur des statistiques. Ah, mais non, mais du coup, c'est intéressant, ça. Genre, je pense que c'est un avis d'expert qui est hyper pertinent. Est-ce que vous avez d'autres questions, envie d'intervenir Moi, j'ai une petite question. Moi, je me permets d'intervenir. Je suis étudiant à la fac de Lille et par rapport à Omnidoc, est-ce que vous avez l'intention de faire une petite intervention dans la fac afin d'habituer finalement les étudiants à aller regarder ailleurs finalement et s'intéresser au pluridisciplinaire? Ah, bah, c'est une excellente remarque. Et Ouais, alors, c'est une bonne. avant. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Non, mais après, c'est une excellente remarque et c'est globalement assez facile parce que on a, nous, en tant qu'URPS, on est sollicité c'est Philippe Rocher qui s'occupe des sixièmes années. Donc oui, je pourrais assez facilement lui suggérer qu'on prévoit un petit temps ou de le prendre sur le temps de présentation de l'URPS de tous nos projets. En fait, on a parlé du projet avec vous, le COL et d'Omnidoc, hein, mais peut-être que ce serait encore plus intéressant d'aller dans le détail. Oui, ce serait facile, pareil. Camille, note à nous-mêmes, je mets un mail à facile. Et très bonne idée, merci Robin. Ouais, et puis bon, on serait tout à fait. Je pense que moi, je parle pour moi, et je pense que Samia, elle serait d'accord. Moi, au contraire, on serait très, très content de venir. En plus, on a la chance, enfin, On le est content. responsable Omnidoc, enfin, avec qui Hélène nous avait mis en Tristan Gallet, il habite quand même à Saint-André et son père est dentiste. Donc, donc le lien est facile.
C'est vrai, moi je rejoins. C'est une très bonne idée. Je pense que Ouais. sensibiliser les étudiants, c'est une très très bonne idée. En Merci fait, beaucoup. pour vous raconter l'histoire, on a inscrit la téléexpertise. Donc, ça concerne surtout les personnes en situation de handicap, mais c'est pas super facile à mettre en place. Et j'avoue avoir réussi à placer et la cancéro et les maladies rares. Donc là, c'est le boulot avec Ludovic qui est intervenu parce que on avait cette expérience à Lille de c'est possible et c'est utile. Donc, euh, donc oui, c'est cool. Avez-vous d'autres questions? Vous voulez est-ce qu'on on libère nos intervenants? N'hésitez pas. Bon, s'il n'y a pas de main qui se lève. Je vous remercie infiniment de l'intérêt que vous avez porté au- à ce sujet. Je remercie infiniment Hélène, euh, Samia et Xavier parce que c'est un vrai plaisir. C'est toujours super facile de bosser avec vous et on trouve toujours plein de points d'intérêt. Euh, oui, Xavier, j'ai pas dit merci d'avoir démarré sur HPV. Je pense que c'est un sujet qui nous intéresse aussi beaucoup, nous, chirurgiens dentistes, et peut-être que on fera un prochain webinaire juste sur HPV et sur la Ah ouais, vaccination, si ça vous intéresse. ah ouais, carrément. Ouais. Mais on a vraiment un rôle à jouer parce que nous, on voit les gamins dans MT Dents de 11 à 24 ans. Ah Donc, bah oui, carrément. c'est. Et puis nous, on voit enfin, les papillomes en bouche, c'est vrai, ça devient un sujet de photographie sur les réseaux sociaux et oui, c'est important. Bon, bah, en tout cas, c'est vraiment, bah, du coup, oui, oui, je, je, vous êtes en plein dans le thème, là. Vous êtes Bah, ce première sera ligne, voilà, en d'avance à première ceux qui ligne sont là, pour, ce sera sûrement notre prochain sujet avec le col. ce serait en première ligne pour comment dire, pour la vaccination. Du coup, si vous voyez les gens entre 11 et 24 ans, vous êtes vraiment dans le bon moment. C'est parfait. Mm, mm. Et Ouais. pour, voilà, c'est un sujet que j'aime aussi un peu, donc je me permets, mais en France, le taux de vaccination est largement perfectible. Voilà, pour dire les choses de façon correcte. Donc voilà, il y a de l'information à faire largement, très Et c'est largement. ce que je dis à mes patients, c'est quand c'est en Nouvelle-Zélande, ils ont éradiqué le cancer du col de l'utérus rien que Ouais, par la vaccination massive. Donc, oui, c'est un vrai sujet. Ben, ouais. on se retrouve bientôt Avec, pour celui-là. avec plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis encore un grand merci. Au revoir. Au Au revoir. Merci revoir, beaucoup. merci. Bonne soirée. Au revoir. Il y a plein de trucs qui sont sortis.